grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Arnaud Montebourg, candidat à l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Adrien Gindre, toujours fidèle au poste pour TF1 LCI. Cette Bonjour. émission est bien sûr en direct. Vous pouvez interagir à tout moment sur nos réseaux sociaux. Hashtag le grand jury. Marie-Pierre Haddad viendra en fin d'émission relayer vos questions, vos interpellations à notre invité dans Parole aux électeurs. Alors Arnaud Montebourg, dans votre livre Programme qui sort mercredi, vous vous présentez, je vous cite, comme l'Aimé Jacquet de la politique, celui qu'on moquait mais qui a fait des Bleus en 98, on s'en souvient, les champions du monde. Avec les 4% au maximum dont vous créditent actuellement les sondages, la remontada s'apparente pourtant à cet instant à une ascension de l'Everest en solitaire. Et puis encore faut-il, Arnaud Montebourg, que le 10 avril prochain, il y ait vraiment un bulletin sur les tables pour le mettre dans les urnes. Est-ce que, Arnaud Montebourg, vous pouvez nous dire que vous êtes certain que vous serez présent le 10 avril sur les tables de scrutin? Merci de votre invitation. Il y aura un bulletin Arnaud Montebourg au mois d'avril. Pour une raison simple, c'est que dans l'ensemble des candidatures qui sont aujourd'hui en train de se dessiner, les propositions que je formule n'existent pas vraiment ou pas du tout. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles cette candidature elle est nécessaire parce que elle apporte dans le débat public et dans les solutions de l'avenir les solutions qui n'existent pas sur le plateau aujourd'hui. Vous parlez d'Aimé Jacquet, pourquoi ? Parce que le problème, c'est qu'on confie toujours la France au mythe de l'homme providentiel. Je préfère l'équipe, c'est-à-dire en fait le travail à plusieurs. Et c'est ce dont on a besoin quand on va falloir sortir le pays, excusez la familiarité de l'expression, de la panade. Parce que les Français s'appauvrissent, ils le savent mieux quiconque. Mais on va y venir, juste ouais. sur On la va y venir candidature. Oui, bien sûr. On va y venir, on a Ouais. une heure d'émission. Il y a vouloir être candidat et il y a pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un nombre suffisant de parrainages? Vous en êtes à combien? Nous sommes à 220, bientôt 250. Nous avons des appels de maires spontanés. Pourquoi ? Parce que je suis un enfant de la France rurale, comme vous le savez. Je défends les territoires oubliés économiquement, abandonnés politiquement, puisque les métropoles ont pris en quelque sorte le pouvoir sur le pays, à la fois symbolique, mais pas que, économique, et bien sûr politique. Et notre problème dans ce pays, c'est que s'il y a des fractures aussi puissantes dans les territoires, c'est parce qu'on les a abandonnés. La désindustrialisation, c'est d'abord... Donc vous aurez vos problème. parrainages. Pour vous, c'est un fait, vous êtes sûr d'avoir Je vos vous ai 500 parrainages. répondu. Je suis en train de les collecter et je ne vois pas pourquoi je ne les aurais pas. Une petite précision. Car mes Arnaud propositions sont Il y a quatre- nouvelles, innovantes et fortes. Alors, avant qu'on en vienne dans le détail à toutes vos propositions, juste encore un mot sur cette candidature. Au-delà des parrainages, il y a aussi la question de l'argent. Vous avez engagé une campagne low cost. Vous vous déplacez, on l'a vu, sur des forums improvisés. Est-ce qu'on peut, jusqu'au premier tour, faire une campagne low cost? Est-ce qu'à un moment, vous n'aurez pas besoin des millions d'euros que des banques peuvent prêter à des grands partis installés? Mais écoutez, d'abord, je voudrais tuer l'idée que je serais seul, parce que c'est votre antienne. À chaque fois, je ne peux pas faire un pas, parce qu'on me dit il est tout seul. D'abord, moi, je veux saluer les sénateurs, les députés qui m'ont rejoint. Ils sont combien? Ici, il y a Marie-Noëlle Lienemann, Oui, sénatrice au Sénat. Il y a Emmanuel Morel, député européen, qui d'ailleurs dépose des propositions qui vont dans le sens de la défense du Made in France. Il y a ces maires qui me rejoignent et il y a ces Français qui me rejoignent. Je veux rappeler qu'un parti politique qui soutenait Jean-Luc Mélenchon, la gauche républicaine et socialiste, vient de me rejoindre et collectivement par un vote qui s'est soldé par une décision dans les urnes. Et ce sont 4000 militants qui viennent de me rejoindre. Et des banques. À l'engagement dont le président est ici présent, je veux quand même rappeler que nous avons dépassé 10 000 adhérents, ce qui veut dire que C'est ce nous que sommes vous déjà revendiquez. au-dessus des Verts. Je rappelle que Mme Hidalgo était investie avec 22 000 personnes seulement. Il n'y a plus personne dans les partis politiques, mais dans le nôtre, Donc vous dites que la nous avons candidature créé il y a entièrement 3 là. mois. Nous en sommes déjà 14 000. Et Donc des banques je également. voudrais que vous Et est-ce relativisiez que des vos banques, appréciations, messieurs. Arnaud Montebourg, Voilà. est-ce que des banques également, d'ores et déjà, Mais vous les ont dit qu'elles banques,
qu'elles sont prêtes lorsqu'elles auront dérisqué la question des remboursements des 5%. Vous avez dit que je suis crédité de 4%, c'est parfaitement exact. Nous ne sommes déjà plus très loin de 5. Et lorsque je serai à 7, vous me direz comment vous faites pour aller à 10. Et là, je vous dirai comment je vais aller à 10. Et quand je serai à 10, vous me direz comment vous faites pour gagner. Et là, je vous dirai comment je fais pour gagner. Eh ben, on va en parler. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Alors, juste parce que tout est important en politique, on le sait, Arnaud Montebourg, et pour ceux qui nous écoutent sur RTL, eh bien, vous avez tombé la veste, Arnaud Montebourg. C'est assez rare sur les plateaux de télévision de voir des hommes politiques sans veste. Alors, c'est peut-être un détail. Ça l'est pas toujours. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Que ça veut dire qu'on s'y colle, qu'on travaille. D'abord, c'est pour moi une attitude naturelle. Ces vestes m'encombrent, excusez-moi de vous le dire. Et je préfère travailler avec pardon, les manches retroussées. Excusez-moi. Il n'y a pas un peu de com politique là-dedans? Je ne fais pas de communication, monsieur Sportouche. Je fais des propositions. Je m'intéresse à la vie des Français. Je suis moi-même... J'ai quitté la vie politique professionnelle. Je ne vis pas de la politique. Je suis entrepreneur comme les entrepreneurs qui sont ici, du Made in France, et qui m'accompagnent dans cette aventure. Et je vais vous dire, j'ai un job, je n'en cherche pas un, mais il y a une chose qui me désole par-dessus tout, c'est de voir dans quel état est la France. Et la France, excusez-moi, est quand même dans la panade. Et je pense que les propositions que je formule sont des propositions de nature à nous permettre de remonter. C'est ça le projet. On va y venir, mais avant cela... Collectif et audacieux. Avant cela, l'actualité, elle est toujours bien sûr sur la crise sanitaire. Le président de la République va s'exprimer devant les Français mardi dans une allocution. Une question de Marion Mourgue. Si Emmanuel Macron conditionne la 3e dose du vaccin au pass sanitaire, vous dites quoi? Ça va trop loin pour notamment la défense des libertés, ou vous dites ça va dans le bon sens? Je crois qu'on est allé très loin maintenant dans les atteintes aux libertés, et il faut maintenant veiller à proportionner les résultats sanitaires avec les atteintes aux libertés. Les libertés ne sont pas à la disposition du pouvoir. Elles sont un équilibrage permanent entre des contraintes collectives et des droits individuels. Donc vous dites Emmanuel Macron a été trop loin et a usé de ses libertés déjà, la prolongation du pass sanitaire jusqu'au mois de juillet me paraît excessive. Vous ne l'auriez pas voté? Non, je ne l'aurais pas voté s'il m'avait été donné de me prononcer. Je crois qu'il faut proportionner les mesures d'atteinte parce que la liberté, c'est un droit fondamental auquel, d'ailleurs, les valeurs de notre société sont attachées. Et donc, il est hors de question que, comme ça, par des mécanismes d'exception, je rappelle qu'on a déjà accepté tout le droit d'exception du terrorisme, qui était nécessaire, qu'on a accepté l'état d'urgence sanitaire, qui l'a été. Et donc, il faut revenir maintenant à la normale. Mais ça a été fait pour des raisons sanitaires, Arnaud Montebourg. Je dis que nous l'avons accepté. On a même accepté de se faire des autorisations avant de sortir pour aller me promener son chien. Vous vous rendez compte jusqu'où nous sommes allés mentalement? Ça veut dire quoi, pardon, revenir à la normale, ça veut dire, eh bien, on stoppe, on arrête le pass sanitaire, on le supprime? Le pass sanitaire a eu... J'ai eu le Covid moi-même. Oui. Je suis vacciné. Bien. Et j'approuve la politique du pass sanitaire. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir que nous revenions à cet équilibre dans la société qui est liberté et responsabilité. Mais le Sénat a justement saisi le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous approuvez cette décision? Est-ce que vous attendez que le Conseil constitutionnel retoque le pass sanitaire jusqu'à juillet? Je crois que l'analyse de proportionnalité, qui appartient à ces juges, si on peut appeler ça des juges, ce sont des politiques retraités plutôt, devrait être dans leur état d'esprit. C'est comme ça qu'on peut arriver à, j'allais dire, mener des politiques raisonnables. Je trouve que l'excès est dangereux. Surtout en période électorale, on va devoir se rencontrer, réfléchir ensemble, discuter, travailler. Et là, ces atteintes-là ne pourront pas être acceptées. Quand vous dites politique retraitée, c'est une manière de dire que vous ne vous en remettez pas au Conseil constitutionnel, qu'il est de votre point de vue biaisé dans ses avis? Je considère que le Conseil constitutionnel est une institution qui est fatiguée, comme d'ailleurs la Ve République. Et comme je l'ai déjà dit, j'espère être le dernier président de la Ve République, avec un mandat présidentiel non renouvelable, des ministres destituables, des référendums d'initiative populaire et un Conseil constitutionnel qui soit peuplé, qui contrôle la loi, mais qui soit constitué de magistrats, d'hommes de loi, et non pas des responsables politiques qui finalement jettent le trouble, trop politisés, qui jettent le trouble sur ces décisions. Je rappelle que
Maintenant, quand vous votez la loi, vous passez votre vie à essayer de savoir si le Conseil constitutionnel sera d'accord ou pas d'accord. C'est pas dangereux, Donc c'est le ça. Conseil constitutionnel qui décide à la place des législateurs. C'est pas dangereux s'attaquer à des institutions comme le Conseil constitutionnel. Vous n'êtes pas le seul à le faire. Éric Zemmour également le fait. Je ne m'attaque pas à des institutions. Je ne m'attaque pas à des institutions. Je constate leur désuétude ou leur inefficacité et je propose une solution de substitution. Je défends depuis 20 ans l'avènement d'une nouvelle République, avec un rééquilibrage des pouvoirs, où les citoyens vont pouvoir, par référendum, intervenir dans la décision. C'était dans les revendications des Gilets jaunes. Ce n'était pas illégitime, je crois. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le référendum contre la privatisation de l'aéroport de Paris, l'aéroport de Paris serait aujourd'hui privatisé et les gens qui auraient cotisé pour prendre l'aéroport de Paris auraient été ruinés, puisque, évidemment, avec la crise du Covid, tout ça se serait proprement... Donc vous gouverneriez à coup de référendum Je pense que le référendum, c'est l'intervention du citoyen dans la vie politique. On n'en a pas fait usage depuis 17 ans. 17 ans. Je pense qu'on pourra en faire usage quand il y a des grands sujets de société il y a des grands qui se sujets posent. sur les retraites. Juste une dernière question quand même sur le pass sanitaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron en use et en abuse à des fins politiques? Parfois, il nous semble entendre ça dans ce que vous venez de dire. Écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne vais pas faire des procès où il n'y a pas lieu. Ce que je sais, j'ai beaucoup de reproches à faire à M. Macron. Et notamment son bilan économique qui est désastreux. Mais pas sur cette question sanitaire. Sur la question sanitaire, franchement, franchement, je pense qu'il y a des abus. Ça va trop loin, je viens de le dire. Mais il faut savoir raison garder. Et s'il y a des institutions, elles sont là pour couper les oreilles en pointe des excès du pouvoir exécutif. Voilà, c'est dit. Alors, il y a une question qui va se poser, peut-être que vous la soumettriez à référendum. C'est les retraites, Adrien. Oui, puisque dans sa dernière allocution, le président de la République avait conditionné la reprise éventuelle de la réforme des retraites à l'amélioration de la situation sanitaire. Est-ce que mardi soir, vous souhaitez l'entendre dire « On abandonne une bonne fois pour toutes cette réforme, on ne touchera pas aux retraites avant la fin du quinquennat ». Mais le président de la République a pris des engagements auprès de la Commission européenne dans sa trajectoire de stabilité budgétaire et il a promis de faire une réforme des retraites contre l'avis des Français et contre les Français. En fait, l'objectif, c'est de diminuer les Français. C'est de diminuer les pensions. En fait, grosso Le chef de modo. l'État n'a jamais dit ça. Non, mais il ne l'a pas dit, mais ça revient à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on transfère des actifs vers les inactifs un montant de PIB et l'objectif demandé par Bruxelles, c'est de réduire. Donc, le président de la République s'est engagé à le faire. Il y a un document qui est public. Et d'ailleurs, la réforme, elle est commandée par Bruxelles, exécutée par M. Macron et son Et Premier vous avez des ministre, M. infos sur le fait que Castex. ce sera avant la fin du quinquennat? Mais c'est ce qui va se passer après les élections, M. Gindre. Tout ça est organisé pour l'après-élection. vous avez été élu, Mais pourquoi? Parce qu'il ne va pas dire je vais faire une Emmanuel réforme Macron. impopulaire dans les 3 mois qui me séparent du vote. Je vais faire une réforme impopulaire que je vais dissimuler et que je ferai sans vous le dire pour Oui, l'après-élection. mais les Français Voilà. ont l'occasion de se prononcer, donc ils peuvent dire oui ou non. Quand ça, ils vont se Ah, prononcer. il y a une la présidentielle quand même. Ils vont se prononcer non pas sur une réforme, ils vont se prononcer sur qui sera le président. Ils auront l'occasion, en effet, d'intégrer la question des retraites dans leur jugement. Ma proposition à moi, Oui. c'est de lire et de faire lire par le gouvernement le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, Et donc de ne rien faire. qui dit qu'il n'y a pas de crise financière sur les retraites avant 2030-35. Mais ça arrive très vite. 2030-35, ça nous donne 15 ans. Bah quoi, Je pense qu'en 15 ans, on a le temps de considérer, d'ailleurs, quand je dis 2030-2035, il n'y a pas plus davantage de crise financière, parce qu'après, on considère que ça va s'améliorer, parce que les baby-boomers seront partis à la retraite. Donc, je vous conseille, et je conseille à tout le monde, pour calmer le débat sur ce sujet, éviter les positionnements politiques dans tous les sens, qu'on lise ensemble ce rapport du Conseil d'orientation des retraites pour comprendre à quel point... On le lit, mais vous dites que c'est 2030-2035. Alors, quand on vous entend, on se dit, bah oui, quand même, mais c'est comme disait Marion, c'est dans 10 ans. Donc on attend d'être dans la crise et ne plus avoir d'argent. Non, parce qu'en pour financer nos 2035, retraites. les choses, d'après le rapport du corps, s'améliorent. S'améliorent pourquoi? Parce que la vague des départs à la retraite des baby-boomers Mais vous sera savez passée. que le Et je taux de vais- natalité a baissé aussi en France. Donc il va falloir compenser Écoutez, ça. je trouve qu'il résiste bien et que nous avons de très bons motifs d'espérer. Et j'ajoute que, pour ma part, ma stratégie n'a rien à voir avec la réformite contre les Français, qui est celle de tous les gouvernements depuis 4 quinquennats, on va le dire, Alors, on va le dire en gros. il y a une réformite qui... Non, je vais vous dire Non, pourquoi. La réformite, oui, c'est quoi la c'est réformite les Français, vous nous coûtez trop cher, vous êtes des Gaulois réfractaires, vous êtes des fainéants, c'est ce que dit le président de la République avec une morgue, une espèce de mépris vis-à-vis des Français. Moi, ma position, c'est qu'il manque 1 million d'emplois dans ce pays.
Donc moi, je veux les créer. Alors, Et je vais vous dire, si vous créez 1 million d'emplois, je considère, sur 10 ans, nous pouvons créer, donc sur 5 ans, 500 000 emplois industriels ou rattachés indirects, déjà avec 1 million d'emplois industriels que nous pouvons créer. Il faut changer de méthode, de stratégie. Attendez, et ces emplois-là, c'est d'accord. ceux-là Mais qui il y a- vont il y a payer un les question retraites. dans les médias. Juste parce Adrien que Jean. vous dites réformite, sous le gouvernement auquel vous avez appartenu, a été mise en place la réforme Touraine sur les retraites qui prévoit jusqu'en 2035 précisément qu'on allonge progressivement la durée de cotisation jusqu'à 43 ans. Vous, Président, est-ce que vous laissez cette réforme se poursuivre et cette durée de cotisation s'allonger ou est-ce que vous l'arrêtez? Il y a un problème de justice sociale pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, évidemment. Et ça, la question se pose vis-à-vis, y compris des retraités qui ont des toutes petites retraites, ouvrières, artisanales, agricoles. Il y a eu des efforts de revalorisation. C'est la loi Fillon qui l'a fait. Donc pour le moment, c'est la loi Fillon, la loi Touraine qui sont en train d'entrer en vigueur. Alors, qu'est-ce que vous faites pour la loi Je considère qu'en l'État, il n'y a pas lieu de réformer les retraites. Les réformes qui ont été faites, Non, mais- Fillon Celle-là a et été Touraine, votée. Ben, elle a été votée. Qu'est-ce que vous ce que faites? je suis en train de Vous laissez cette réforme? je vous dis, Espérez. on ne va pas reprendre la question des retraites. D'ailleurs, j'ai rencontré des entrepreneurs que la qui m'ont durée de dit, cotisation va s'allonger. attendez, je voudrais répondre. J'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont dit, écoutez, on en a marre des réformes qui d'ailleurs, pour augmenter 6 mois de durée de cotisation, ne changeront rien parce que les seniors ne cotisent pas, parce qu'ils sont mis au chômage après 58 ans. Donc, à quoi ça sert? Et souvent, on nous dit, maintenant, si on se mettait au travail. Eh ben voilà, je vais vous dire, mon projet, la remontada, qu'est-ce que c'est? C'est remettre la France au travail. C'est mieux payer le travail et c'est créer plus de travail. Et pas non plus toucher la durée du travail hebdomadaire. Non plus. C'était une erreur, les 35 heures pour la gauche? Elle a eu des effets très bénéfiques. Mais on a vu les effets pervers. Il y a des très bons effets, ça a créé des emplois, je m'en souviens, mais des effets pervers. Flexibilisation, modération salariale. Je vais vous parler d'ouvriers dans mon ancienne circonscription en Saône-et-Loire qui coupent du poulet. Figurez-vous qu'il y a 10 ans, ils coupaient 3000 coups de poulet à l'heure. Maintenant, avec le même effectif et toujours payé au SPIC, ils coupent 9000 poulets à l'heure. Les salaires n'ont pas augmenté. Les dividendes des actionnaires ont explosé. C'est la société LDC. Eh bien, figurez-vous qu'ils viennent de se mettre en grève. Donc, je leur adresse un mot de soutien en ce moment. Parce qu'ils demandent des salaires et du partage de la productivité Oui, mais qu'ils ont j'ai donnée pas à compris, l'entreprise. j'ai pas Et compris, beaucoup Arnaud d'entre eux... Est-ce qu'il fallait 35 heures ou pas? Cher ami, le sujet est digéré, personne ne remet en cause les 35 heures et tout a été traité. La question, c'est le salaire dans ce pays. Ce n'est pas la durée du travail. Et je vais dire une chose. Oui. Je vais dire une chose. Pour moi, la question, c'est le partage de la richesse créée dans l'entreprise, à la fois à travers ce que j'appelle le dividende salarié, c'est-à-dire quand vous donnez des dividendes aux actionnaires, il faut donner des dividendes aussi aux salariés de façon beaucoup plus égalitaire, pas seulement à ceux... Donc demain, il y aura moins de dividendes pour les actionnaires. Ça revient à ça, en fait. Ça s'appelle le partage. Surtout quand des gains de productivité, je prends l'exemple de ceux qui coupent le poulet pour nous permettre de faire des barbecues, eh bien, ils seraient contents de pouvoir partager les efforts, être rémunérés pour les efforts de productivité qu'ils ont faits. Parce que les cadences infernales, c'est pour eux. Les troubles musculo-squelettiques, c'est pour eux. Donc, cette France populaire, ouvrière, complètement oubliée du système économique, aujourd'hui, demande des augmentations de salaire. Donc, j'ai une proposition à vous faire. Mais attendez, vous, président, pardon, ça veut dire qu'il n'y aura plus de dividendes aux actionnaires? Pourquoi vous dites ça? Mais j'essaie de J'ai dit comprendre. partager, ça veut dire Mais quoi? ça veut dire dans quelle proportion? La proportion 1, d'abord, elle est obligatoire dans les entreprises. Ça doit être la première chose. 2, elle doit être répartie de façon égalitaire. C'est-à-dire, c'est pas seulement le management, les cadres, puis les autres, on verra. Non, ça veut dire qu'il y a une négociation qui va se faire dans chaque entreprise. Vous comprenez, quand l'entreprise va mal, eh ben, les ouvriers sont virés. Quand l'entreprise va bien, les actionnaires gagnent bien leur vie, mais on oublie là encore ceux qui travaillent. Donc il y a un problème quand même. Ce système économique un peu trop prédateur doit être humanisé. C'est quoi votre proposition alors? Ma proposition, premièrement, d'abord, c'est l'augmentation des salaires tout de suite immédiate de 10% du SMIC. Deuxièmement, je veux faire ce qu'on a fait en mai 1968. Il n'y a pas eu ce type de réunion interprofessionnelle depuis 50 ans. C'est ce qu'on a appelé le Grenelle à l'époque. Après, on a fait plein d'autres Grenelles dans d'autres domaines, mais on n'a pas fait sur la question des salaires. Reprendre les 57 métiers en tension, où tous les salaires, d'ailleurs 62% des personnes au SMIC sont d'abord des femmes. C'est d'abord le salaire des femmes qui, dans ce pays, est maltraité. Donc c'est d'abord vis-à-vis des femmes qu'il faut faire cet effort. Et c'est d'abord le SMIC. Plus 10%, ça fait 125
euros par mois. Mais à la charge des entreprises. Vous dites aux entreprises. Le SMIC, c'est l'entreprise qui la Bah, paye. par Est-ce que je exemple, suis chef d'entreprise? Xavier Bertrand propose une prime travail qui, elle, serait financée par l'État. Oui, mais les pour Français, éviter ils ne que- veulent pas, je vais vous dire, ils ne veulent pas des allocations, ils veulent vivre de leur travail. Mais les entreprises vont toutes pouvoir supporter, endosser l'augmentation du SMIC. Les entreprises, d'ailleurs, n'ont pas le choix. Pourquoi? Elles le savent, parce qu'elles savent que leurs salariés, avec les augmentations du gaz, bientôt les hausses alimentaires qui vont arriver, les problèmes liés au transport pour aller au travail, Oui, mais il n'y a l'essence. pas du SMIC que dans de grandes entreprises très riches. Il y a aussi des Et- petites entreprises qui sont un peu limites. Mais d'abord, il faut que vous sachiez, et je veux toujours le rappeler, Mmh. que jusqu'à 1,6 fois le SMIC, il n'y a presque plus de cotisations payées par l'entreprise. Ce sont des Oui, Et vous mais il craignez faudra pas un qu'un effet payer le salaire. négatif avec des délocalisations? Et je vais vous dire, en masse j'ai un Non, non, exemple, mais- c'est que j'ai entendu je vais répondre. Ouais. J'ai entendu le président de la Fédération de la Restauration, il a dit je veux augmenter les salaires de 9% dans le secteur. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent plus personne. On ne peut pas travailler Non, mais sans pouvoir gagner sa vie et en plus avoir des contraintes alors, c'est peut-être une bonne importantes. intention, mais J'ajoute, vous parlez de tout de même. compétitivité. Mais oui. Elle s'est vous savez reconstituée, la compétitivité, Non, mais vous en savez très France. bien que les entreprises partent aussi parce que les charges sont trop importantes. Et si vous leur demandez d'augmenter leur salaire, ils vont dire bah, je vais faire fabriquer ailleurs. Je vais vous prendre un Écoutez, exemple très concret. Vous êtes certainement allé dans Écoutez. une parapharmacie récemment acheter des masques, peut-être. Vous prenez des masques français, c'est 15 € la boîte des 50 masques. C'est 5 € quand ils viennent de Chine. Si vous augmentez les salaires, vous allez certainement augmenter les prix. Écoutez, de ce genre d'abord, je voudrais de biens, de Je voudrais première vous nécessité répondre, je aujourd'hui. voudrais répondre à votre fausse évidence, Monsieur Sportouche, que la remontada des salaires, elle est mondiale. Le président Biden veut fixer un salaire minimal à 15 $, 15 euros, presque. Le chancelier allemand, nouveau, a mis dans son programme l'augmentation de 20% du salaire Et en minimum Chine, vous avez fédéral. l'augmentation des salaires. Oui, une augmentation on est plus oui, il y a une augmentation de 25% par an en Chine. Les Espagnols, qui pourtant nous font une concurrence très dure, ont augmenté. Là, ils l'ont fait. C'est pas dans les programmes politiques de Biden ou de Scholz. Les Espagnols ont augmenté de 27% les salaires en 5 ans. Donc, maintenant que la mondialisation est en train de faire remonter les salaires et que le monde est en train un petit peu de se rétrécir pour éviter la concurrence déloyale, parce qu'on va mettre des taxes carbone partout, et il faudra le faire, y compris sur les Chinois, d'abord sur les Chinois, nous sommes en mesure d'encaisser des hausses de salaire et de mieux partager la richesse créée. Vous parliez de l'énergie tout à l'heure. Vous avez été très critique sur le chèque inflation du gouvernement. Vous avez même dit que c'était l'utilisation de l'argent public à des fins électorales et que c'était condamné devant le pénal. Vous vouliez porter plainte. On en est où de cette plainte? Parce qu'on a parfois l'impression que Arnaud Montebourg, c'est des grandes déclarations, mais que c'est pas suivi Des des grandes faits. déclarations? Non, ce sont des déclarations tout à fait sérieuses. Et donc, est-ce que vous avez porté plainte? Mais d'abord, il faut examiner la situation. Donc, c'était Lorsque on distribue l'argent public en période électorale, quand un maire fait ça, par exemple, il y a des maires qui ont été condamnés. Ils ont même soulagé la facture d'eau de certains de leurs administrés un mois avant l'élection municipale. Ils ont été condamnés pour corruption électorale. C'est interdit. Donc, on va attendre que la décision intervienne, on va voir sous quelle forme, mais pour moi, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais que la décision de- Mais si c'est dans un mois avant les élections à distribuer des chèques, comme ça a été annoncé par M. Castex, il a dit jusqu'en février, il a dit. Pourquoi? Parce que, paraît-il, il ne peut pas, alors qu'il fait la paye tous les mois de ses fonctionnaires, au moins, parce que, paraît-il, il ne peut pas le faire avant le mois de Donc c'est février. du Qu'est-ce que ça veut clientélisme. dire? Mais ça veut dire c'est très grave, c'est la relève du pénal. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Alors nous, on voit ce que vous Ah allez bien, porter écoutez, plainte. on va attendre que le gouvernement mette en œuvre le dispositif. Puis là, je reviendrai vers vous pour vous dire si c'est la manière dont ils le font est condamnable ou pas. Bah, c'est ce que Si vous- ça me vous êtes paraît en train de nous dire, condamnable, c'est vous aviez dit. condamnable. mais parce que j'ai pas la décision pour l'instant, je sais pas Mais- quelle modalité ils ont non, pris. donc, on comprend bien Si que vous c'est dites- au mois de février, je vous dis, c'est du pénal. Mais vous dites Si c'est maintenant, c'est légal. Voilà ma Ben, ça position. commence maintenant et ça va jusqu'au mois de Eh février. bien, ça ne Alors peut pas aller jusqu'au mois de Mais février. Arnaud Montebourg, vous Voilà. dites Jean Castex doit être condamné parce qu'il veut aider Non, les j'ai pas Français dit à ça. faire face au prix J'ai de dit, l'énergie. s'il veut aider les Français, Oui. il baisse les taxes sur l'essence. Je rappelle qu'il y a une taxe carbone sur l'essence, plus une TVA de 20% qui est la taxe sur la taxe, et que si on passait la taxe, la TVA de 20% à 5,5, on serait en fait à 23 centimes de moins par litre pour les Français. Ça fait 10 € économisés. S'il veut aider les Français, il peut le faire. Ce que propose Valérie Pécresse. Donc, vous êtes assez d'accord avec elle. Mais c'est juste une mesure de bon sens. Quand vous avez un bien de première nécessité, on met 5,5 sur les biens alimentaires. C'est devenu un bien de première nécessité. Il faut voir la queue quand même dans les stations-service Leclerc où où Leclerc offre 5% de diminution du litre. Et les gens font la queue 1 heure. Pourquoi? Parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais Arnaud Montebourg, vous dites ça, et en même temps, selon l'INSEE, la crise du Covid n'a pas aggravé la pauvreté en France.
c'est toujours le seuil de pauvreté est toujours le même. C'est un niveau similaire à celui de 2019. Donc, la politique d'Emmanuel Macron n'a pas profité qu'aux riches. Elle a aussi protégé, avec le quoi qu'il en coûte, ceux qui ont souffert et qui ont traversé difficilement la crise. Écoutez, si votre question c'est finalement on a distribué de l'argent, on a aidé par le chômage partiel, on a aidé les entreprises, la réponse est heureusement. J'allais dire, on n'avait pas le choix. Sinon, nous serions ruinés. Donc, heureusement. Donc, il n'y a pas tout à jeter du quinquennat. Quand on vous lit, il y a tout à jeter de ce quinquennat. Moi, ce que je vois, c'est la panade. situation actuelle. Si vous pouvez me dire, si on peut en dire un mot. D'abord, on importe tout. Mais vous dites la France est dans la panade, vous l'avez Oui. répété plusieurs Je fois. Même l'ai à répété, terre, pourquoi? vous dites à Parce terre que dans votre ça me fait mal. Et pardonnez-moi d'exprimer les choses avec une forme de passion, mais elle est sincère, si vous voulez bien l'accepter. Ça arrive, oui, il y a des gens sincères dans ce pays, et vous en avez un devant vous. Mais franchement, quand vous avez 85 milliards de déficit de la balance commerciale, tout le monde est obsédé par la dette, mais tous les pays du monde sont endettés. En revanche, le déficit de la balance commerciale, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent? Ça veut dire que on est la lanterne rouge en Europe de l'incapacité de produire pour nous-mêmes. Et Parce votre qu'on objectif, importe c'est qu'on produise- 85 milliards de ce qu'on consomme. Vous savez ce que font les Allemands à la place? Eux, ils exportent. Non seulement ils consomment, ils produisent tout ce qu'ils consomment, mais en plus, ils vendent aux autres à 185 milliards en excédent. Attendez, j'ai encore un mot à Non, vous mais dire. On a des Votre questions horizon- aussi. On a aussi oui. des questions. Votre horizon, c'est que la France soit autosuffisante et que tous les produits dont nous avons besoin, on les produise sur notre territoire? Tous les pays européens, à l'exception de l'Espagne, la Roumanie et la France, sont excédentaires. Nous, non seulement ça s'est aggravé sous le quinquennat Macron, mais je sais pourquoi. Quand vous laissez vendre l'industrie en pièces détachées et que vous la laissez déménager, Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge, Essilor, Suez, tout ça, c'est les démantèlements Macron. Et on a les preuves. Tous ces éléments sont publics. Vous souhaitez aussi relocaliser les productions qui sont polluantes, Ma par exemple dans l'industrie proposition est la pharmaceutique, suivante. chimique? Ma proposition est la suivante. On ne sauvera économiquement et donc politiquement la France, et donc humainement la France, que si on a une très grande politique du Made in France de taille XXL. Ça veut Mais dire ça quoi? veut dire quoi? Relocaliser Ça veut dire qu'on va un certain nombre de reprendre produits les 60 produits critiques qui C'est nous quoi, manquent. par exemple, produit critique? Par exemple, on va monter. Vous savez ce qu'on va faire? Par exemple, je vous prends un exemple. Les médicaments alcaloïdes. On en importe chaque année, ça sert à endormir les gens, les opérations chirurgicales. On en importe 10 milliards par an. 10 milliards, c'est l'équivalent de 10 usines. On va dire au directeur d'achat des hôpitaux, maintenant vous achetez sur nos usines. C'est-à-dire que la commande publique est le sujet. Il n'y a pas d'usine. C'est C'est pas le des usines sujet. d'État. Je ne comprends pas, Arnaud Montebourg. Ça sera des Qu'est-ce que usines vous d'État. comprenez pas? Est-ce qu'il n'y a pas d'usine pour les produire pour l'instant en France, ces médicaments? Donc, Mais nous avons une industrie pharmaceutique qui est implantée dans le Tarn, par exemple, où je suis allé. Il y a 17 sites de fabrication Pierre Fabre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir l'industriel X, Pierre Fabre ou un autre, Sanofi, peu importe. On va lui dire, voilà, moi je paye l'usine, je suis l'État, j'investis. Ce que font les Japonais. Les Japonais, ils font ça. Donc, il y a une Ils ont industrie dit, ils d'État. payent. Attendez, mais écoutez-moi. Mais on vous écoute. Vous ça avez nous les va Japonais, d'abord. ils ferment les usines en Chine et les remettent au Japon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils payent le coût de la fermeture et ils payent 75% du prix de la réouverture. Ce que je veux faire. Et comment on va le faire? Oui. On vous paye l'usine. Vous savez monter une boîte, vous savez monter des lignes de production. On va faire ça dans 60 produits. Mais comment on finance? Ouais. Parce que vous dites vous-même dans votre livre que la question de la dette sera une question. Si on augmentait 37% des impôts, vous le dites, il y en aurait pour 25 ans. Donc aujourd'hui, ça, vous comment on voyez, fait? c'est exactement ce pourquoi il faut s'endetter. C'est-à-dire c'est de l'investissement qui va nous rapporter énormément. Parce qu'à chaque fois que vous Mais on est montez une déjà usine, très c'est endetté. 300. Non, c'est pas grave. Tous les pays européens sont surendettés, tous les pays du monde sont surendettés. Donc de toute façon, la question de la dette, elle se gérera mondialement et de façon européenne et sur le plan continental. Mais ce qui est intéressant, Arnaud Montebourg. c'est que quand on regarde l'usage qu'on fait aujourd'hui de la commande publique, aujourd'hui, on nourrit les autres. Il y a ici les entrepreneurs du numérique. C'est une industrie numérique. Vous avez ici les deux présidents des syndicats Made in France d'industrie numérique qui en ont assez que le gouvernement donne les données, fasse travailler les GAFAM, c'est-à-dire les entreprises américaines, et qui disent donnez-nous des quotas technologiques, enfin des quotas technologiques. On a fait les quotas de l'acier, Donc, faut on un a fait Google les quotas français, par sur les exemple. bananes, on peut faire les quotas Donc, attendez, sur très le rapidement. numérique. Il faut un Si Google français, par Montebourg exemple? président, il y aura un Google français. Il y aura un Google à tout le moins européen. À tout le À moins tout le européen. moins européen. Bon, Vous voyez, quand vous avez le Allez. secrétaire d'État au on numérique doit s'arrêter, on qui fait fait la un pause. match de foot, Oui. il met le t-shirt Google. Est-ce que vous pensez que le président de la République, il va au salon du Bourgeois en mettant une casquette Boeing? C'est scandaleux tout ça. Ce sont des gens qui travaillent
pour le reste du On monde. se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury. On parlera immigration puisque vous en parlez longuement dans votre livre. À tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le candidat à l'élection présidentielle, Arnaud Montebourg. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. On en vient au thème de l'immigration dont vous parlez beaucoup dans votre livre. Le mot immigration apparaît 8 fois. 2 fois le mot écologie. Beaucoup moins. Justement, on va y revenir à ce thème parce qu'il est venu dans la campagne présidentielle, notamment Éric Zemmour en a longuement parlé. Première question, Marion Mourgue. On a lu attentivement votre livre. Je cite quelques passages. Vous dénoncez une immigration hors de contrôle. La France doit contrôler qui entre chez elle et que sinon, ça pourrait arriver au chaos. On se demande si vous n'avez pas pris votre carte aux Républicains, Arnaud Montebourg. Non, je crois que quand, comme moi, je défends une France qu'on veut remettre au travail, c'est-à-dire payer mieux le travail, créer plus de travail, intégrer par le travail. Pour moi, l'immigration doit être regardée en face. Elle a fonctionné depuis des siècles dans notre pays. Mais vous trouvez qu'aujourd'hui, on en accueille trop ? On ne sait pas intégrer, on ne sait plus intégrer. La machine à intégrer ne fonctionne plus. Donc je défends l'intégration ou rien. Donc pour moi, la question du travail est fondamentale. Vous savez que c'est au cœur de mon projet. Mais c'est la France qui est en cause et qui ne sait plus intégrer, ou ce sont les personnes qui viennent de l'étranger qui ne savent pas? Pour moi, c'est qu'on ne s'en occupe pas. On a laissé faire. D'ailleurs, il n'y a pas... Vous savez qu'il existe un contrat d'intégration républicaine. C'est un bout de papier qui n'a pas de sanctions, qui n'a pas de suivi, qui n'est pas effectif. Vous exagérez pas un peu Arnaud, Non, j'exagère pas. Il faut à peu près 3 ans pour obtenir la nationalité française aujourd'hui. Mais c'est pas la nationalité, là. Vous êtes assailli de questions. Là, vous parlez que de l'immigration pour pouvoir venir en France. Je vous parle Parce que vous voulez une immigration conditionnelle. Mais je vous parle d'intégration, pourquoi? Parce que c'est ce qui a fonctionné dans notre pays. Avant d'obtenir la nationalité, qu'est-ce que c'est que l'intégration? Si on parle franchement... Mais quand vous dites a fonctionné, c'est-à-dire que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça Il y ne a plus fonctionne pas. d'intégration. On voit bien les problèmes que nous avons. Donc la machine à intégrer, les services publics sont en grande difficulté. Quand vous avez dans certains quartiers des écoles avec 80% d'enfants qui ne parlent pas le français, mettez-vous à la place des enseignants, c'est quand même très difficile. Donc vous avez ce type de problème. Donc la machine à intégrer, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre le français, respecter les lois, admettre les valeurs de la société française, la laïcité, le droit des femmes. Je termine. Oui, mais comprendre ce que vous Je dites. termine, parce qu'il faut quand même que je puisse terminer au moins ma phrase. Peut-être pas ma pensée, mais au moins ma phrase. Allez-y. Et c'est travailler, avoir des ressources, être indépendant, autonome. Ça te fait une place dans la société française. Et puis ensuite, c'est là qu'arrive ensuite l'intégration par la nationalité. Alors, vu que la phrase est longue, Donc je me moi, ma permets. position, c'est de dire, nous avons une immigration économique qui est insuffisante aujourd'hui, en fait, en vérité. Oui, mais là, la Pourquoi phrase, elle est trop longue, Arnaud. Oui, alors attendez, on va vous dire une chose après l'autre. Bon, Quand d'accord. vous dites Et après, sur l'immigration respecter les économique. lois, qu'on comprenne bien, est-ce que vous dites aujourd'hui les immigrés ne respectent pas les lois? On Mais, essaie juste de mais comprendre. comment peut-on dire ça? Il s'agit d'individus. Vous avez des individus c'est qui sont vous des qui dites, voyous il faut et respecter les d'autres lois. qui sont des, Vous qui parlez des de chaos. futurs extraordinaires français. Voilà, Charles Aznavour, Zinedine Zidane, ce sont devenus les grands Français. Mais avant, ils ont été des immigrés. Donc, il n'y a pas les immigrés qui, il y a des individus. Et d'ailleurs, j'ai un problème sur la politique d'immigration. Pourquoi on n'arrive pas à intégrer? Parce que vous avez aujourd'hui 100 000 mesures d'obligations pesant sur des personnes qui sont irréguliers, clandestins, Oui. qui doivent quitter le territoire, qu'on n'arrive pas à exécuter. Oui, Et qui sont là. Et alors vous feriez Et qui, quoi, vous d'ailleurs, Donc souvent, vous faites sont des quoi délinquants. Vous faites quoi, justement? J'ajoute, on a réussi, j'ai regardé les statistiques, en 2019, il n'y en avait que 15% qui ont été exécutés, et 6 000, sur les 100 000, 6 000 seulement hors d'Europe. Ça fonctionne mieux en Europe qu'en dehors de l'Europe. Donc moi, je suis maintenant décidé à faire une proposition, et je voudrais le dire ici. Le président de la République a dit il faut supprimer les visas Oui. des pays qui refusent de coopérer, parce que le problème, c'est que nous avons les moyens de ramener ces personnes dans leur pays d'origine. Ce sont les pays d'origine qui refusent Alors vous faites de quoi reprendre les personnes qui relèvent de leur juridiction. Donc, comment les Donc convaincre? la privation des visas, pour moi, ne fonctionne pas. Donc je suis décidé à taper au portefeuille. C'est-à-dire Il y a 11 milliards
de transfert d'argent qui passe par Western Union Oui. sur l'ensemble des pays d'origine, eh bien, nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil Mais de ce sont des coopération. transferts d'argent privé là dont vous Et parlez. ce sont des transferts d'argent privé, mais qui, aujourd'hui, sont une manne pour ces pays. Et nous avons besoin, aujourd'hui, de dire, ça suffit. Mais vous Donc, les culpabilisez pays tout le monde. d'origine... Attendez, pardon. Vous faites payer ces immigrés qui sont en France actuellement et Et qui qui peuvent travaillent. venir en soutien de leur famille. Vous leur dites, bah non, vous pourrez plus envoyer d'argent à l'Algérie. Ah ben, c'est pas vous ne ou- pourrez plus, c'est que vous allez être obligé, le gouvernement, les gouvernements des pays, s'ils veulent continuer à avoir le soutien de la diaspora, ce qu'ils demandent, ce qu'ils réclament, ce qui est normal. D'ailleurs, l'ONU est tout à fait favorable à ces transferts et défend d'ailleurs une baisse des prélèvements des organismes qui prennent 6 à 9% selon les cas sur les transferts. Mais moi, je suis désolé, il va bien falloir maintenant que nous arrivions à des résultats. Parce qu'on ne peut pas, nous, accorder de l'aide à ces territoires, à ces pays qui nous envoient un certain nombre de personnes qu'on accueille bien volontiers parce qu'elles respectent nos lois, elles travaillent, s'intègrent, inventent une nouvelle vie, fondent des familles, deviennent français peut-être, et il y en a combien? Nous en sommes tous presque issus, moi j'en suis. Mais même la droite Et- ne propose pas ça. Ouais. Même la droite ne propose mais pas. attendez, d'être moi le je porte-monnaie des désolé, privés. mais comme on n'arrive pas à faire exécuter nos mesures d'exécution territoriale, et d'ailleurs, quand vous entendez la droite, l'extrême droite dire faut être ferme, faut être ferme, faut être ferme, il n'y a pas aujourd'hui de solution. Et Donc sur s'il n'y a pas de solution, comment on fait avec tous ces délinquants Mais les qui, personnes. C'est qui tous sont des délinquants, obligés, tous ceux qui sont, en qui sont France aujourd'hui obligés de légalement. quitter le territoire, qui sont obligés de quitter le territoire et qui ne quittent Mais pas Arnaud et qui Montebourg, sont là. Les personnes dont vous parlez qui envoient de l'argent dans leur pays d'origine, à leur famille, etc., n'ont quand même aucun rapport avec les immigrants illégaux qui ne. Ben, sont elles pas ont un en France. rapport d'abord qu'elles sont sur notre territoire. Deuxièmement, Oui, mais leur que seul leur lien, pays c'est d'origine- une origine commune. que leur Vous les pays rendez d'origine- solidaires. que leur pays d'origine refuse de coopérer avec nous. Et ça, c'est un énorme problème. D'ailleurs, elles le ressentent elles-mêmes quand elles ne peuvent pas retourner. Donc vous les Donc, ramenez les à leur accords de origine. coopération. C'est l'origine désormais qui permet de définir. Les accords de coopération, ça existe. On en a besoin. Et on ne peut pas continuer comme ça. Mais vous vous rendez Mais- compte que ce que vous dites, c'est qu'on applique des mesures coercitives à des gens au seul motif qu'ils sont issus Ce d'un sont des pays mesures autre. provisoires qui sont destinées à amener les États à donner des solutions à nos problèmes. Nous avons des problèmes, ces pays ont les leurs, nous devons nous concilier pour les trouver, ça s'appelle la coopération diplomatique. Il n'y a pas de coopération aujourd'hui. Aujourd'hui, Est-ce- je crois Non, que mais l'année est-ce que- dernière, est-ce que- un des pays d'Afrique, sur 7000 obligations de reconduite à la frontière, n'a donné de laissez-passer que pour une trentaine d'entre eux. Est-ce que vous croyez qu'on va continuer comme ça? Donc ça veut dire que la France peut continuer à garder sur son territoire, alors qu'il y a 100 000 personnes qui sont obligées de quitter le territoire, va les garder sur place. Donc il va mais vous falloir vous rendez ouvrir compte, le Arnaud rapport de Montebourg, Vous vous force. rendez compte comme les gens des gens de gauche qui vous soutiennent vont peut-être s'étrangler, on vous entend dire ça, vous pensez pas? Anne Écoutez, Hidalgo, je la pense semaine- qu'il faut résoudre ce problème. Mais Arnaud Vous ne croyez Montebourg- pas qu'il faut le résoudre? Parce que si on résout ce problème, nous allons faire de grands progrès dans l'intégration pour ceux qui, eux, Enfin, font des efforts sur le territoire, progressent, ceux-là travaillent, même qui apprennent la ceux-là langue, même qui se envoient de marient. l'argent avec Western Union à leur famille. On ne leur prend pas cet argent. Bah, si vous le On séquestrez. ne leur prend pas, on leur dit, vous ne pouvez pas passer pour l'instant parce qu'on a un problème avec Et votre ça pays. Mais Arnaud Excusez-moi, d'ailleurs, Ça qu'est-ce fera que certainement qu'est-ce que débat. fait certains pays Heureusement, aujourd'hui? vous Ils ne prenez bloquent. pas l'argent, ça s'appellerait de la Ouais. spoliation. Ce n'est pas une spoliation puisqu'il ne Provisoire. prend pas. Il est Oui, toujours à eux. Qu'est-ce que Oui, vous oui, non, racontez? mais on peut s'en Mais qu'est-ce que vous féliciter, racontez? C'est un blocage de transferts financiers. Et excusez-moi, c'est notre droit. Vous êtes sûr Il y a que c'est des droits légal individuels Vous êtes sûr que et il y c'est a des légal, droits ça collectifs. Vous êtes sûr que c'est légal, Arnaud Montebourg? Vous êtes persuadé de ça? Bah, écoutez, c'est une mesure économique de transfert de Mhm. capitaux et je crois que le droit du transfert des capitaux en cas de souveraineté nationale doit s'appliquer. Vous n'êtes pas en train de vous émouriser, Arnaud Montebourg? C'est-à-dire que c'est vrai que Éric Zemmour dit c'est moi qui ai mis ce débat de l'immigration sur la table et du coup tout le monde eh bien, emboîte le pas. D'abord, je vais vous dire, le problème des reconduites à la frontière, c'est un problème qui date depuis qu'on traîne, sans aucun règlement, depuis maintenant des années, Est-ce que la et gauche qui a... s'aggrave. Est-ce que la gauche a trop fermé les yeux justement sur ces questions? Non, je dis pas ça. Je pense qu'il faut que tout le monde le sait, ça. Mais on ne le traite pas. Mais quand Donc vous avez des discours en permanent fermeté, fermeté, ça veut rien dire. Parce qu'en vérité, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend d'une décision d'un État étranger
qui prend des décisions qui sont contraires à nos intérêts. Donc il y a bien un moment où il va falloir qu'on entre quand même dans le vif du sujet. Sur le regroupement familial, ça dépend de nous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il faut limiter, réduire massivement cette question du regroupement? Mais pour l'instant, traitons d'abord la question fondamentale de ceux qui n'ont aucun droit à rester sur le territoire. Je vous assure, 100 000 personnes qui aujourd'hui restent sur le territoire alors qu'ils ont une obligation de quitter le territoire, c'est-à-dire des clandestins illégaux, déjà 100 000 personnes, ça réglerait beaucoup de problèmes. Je vous assure. Et par ailleurs, mettons dans le contrat d'intégration un contenu. Apprendre le français, c'est pas seulement aller faire des heures. Hein, et encore, c'est pas toujours contrôlé et suivi. C'est effectivement apprendre le français. Faire cet effort. Et d'ailleurs, on pourrait, franchement, faire ce travail d'apprentissage en suivant les individus les uns après les autres. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a des clandestins dont vous parlez qui sont là aussi pour gagner leur vie, qui travaillent illégalement. La gauche, en son temps, les avait naturalisés parce que justement, eh bien, ils étaient là depuis un certain temps. Sur naturalisé, non. Naturalisé, ça veut dire qu'ils acquièrent la nationalité française. Parce qu'ils avaient la possibilité de prouver qu'ils travaillaient depuis un certain temps. Vous ne le feriez pas? Je pense que le parcours d'intégration ou le contrat d'intégration, c'est apprendre le français, trouver un travail. Nous avons 300 000 emplois non pourvus. Par exemple, j'ai rencontré le président des agriculteurs, des groupements d'employeurs d'agriculture. Il cherche 27 000 contrats à durée indéterminée. Est-ce qu'il est prêt à former si l'État apprend le français à ses personnes? Réponse oui. Donc on peut parfaitement dire que le contrat d'intégration, c'est l'apprentissage du français, l'acquisition d'un travail, le respect des lois, et donner un contenu à ce contrat. C'est ce que j'appelle le donnant-donnant, la conditionnalité. Mais pour que ce contrat, pardonnez-moi, M. Sportouche, pour que ce contrat ait une force, il faut quand même que, quand il n'est pas respecté, la sanction soit effective. Sinon, c'est du papier. C'est du papier. Adrien Gindre. À votre place, la semaine dernière, Anne Hidalgo disait qu'Éric Zemmour est un guignol. Est-ce que vous diriez ça aussi, sachant que, exactement comme vous, il dit que l'immigration est un sujet prioritaire et qu'il faut régler cette question des reconduites à la frontière? Mais c'est Monsieur Zemmour, pour moi, est un personnage extrêmement dangereux. Parce que c'est l'allié objectif des islamistes. Mais parce qu'il parle immigration, comme vous? Non, il ne parle pas immigration. Lui, il a une vision qui consiste à dire l'islam est incompatible avec la République. C'est une absurdité. Combien de nos compatriotes sont musulmans? Il y en a beaucoup. Et ils sont dans la République, sont même les amoureux de la France et de la République. Ils votent, ils participent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous savez pourquoi il dit ça? Il dit ça comme les islamistes. De même chose, quand il fait la guerre aux femmes, comme les islamistes d'ailleurs. Il mène la contre-révolution féministe. Il est d'ailleurs totalement d'accord avec son ami Tariq Ramadan. D'ailleurs, ils se soutiennent mutuellement dans leurs affaires d'infraction sexuelle. Comme Anne Hidalgo vous appelez à manifester, Arnaud Montebourg. Quand le rabbin Korchia dit c'est un antisémite, ce Zemmour, rendez compte ce que ça veut dire. Mais il est antisémite comme beaucoup de ces islamistes qui mènent la guerre aux juifs. Donc, vous voyez bien qu'il légitime tout le corpus doctrinal haineux de ceux qui, aujourd'hui, tapent sur la France. Et pour moi, Zemmour est un personnage dangereux. Et d'ailleurs, sa réhabilitation du pétainisme, cracher sur la résistance, combien d'heures j'ai passé comme parlementaire devant les monuments du 18 juin, on a fredonné le chant des partisans. Mais cet homme souille cet héritage-là de la France libre. Et donc pour moi, c'est un personnage. Et d'ailleurs, on devrait relire ce qu'a dit Charles Pasqua. Intéressant. Charles Pasqua, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec lui. Peut-être que vous en avez désormais. Non, mais au moins ça, on peut lui donner raison. Il est décédé en 2015. 2015, ça fait 6 ans. Et avant sa mort, il avait dit « Si M. Zemmour pense que Pétain a protégé les Juifs de France et qu'il ne connaît rien à la réalité des choses, Pasqua appartient effectivement à un réseau de résistance où participaient Pierre Mesmer et Roland Dumas. » Et il a ajouté « Si quelqu'un était venu tenir le genre de propos de Zemmour devant nous, je ne sais pas dans quel état il serait ressorti. En clair, on lui aurait cassé la gueule. » Voilà ce que dit Charles Pasqua, ancien ministre. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que dit Charles Pasqua. Donc vous avez aujourd'hui un personnage qui défend la nation ethnique qui n'a aucun sens, alors que notre travail, c'est de rassembler les Français et qui est en train de les diviser et de les injurier. Sur la laïcité, vous êtes très attaché, vous en parlez de la laïcité. Une question très concrète là-dessus, Marion Mourgue. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction des signes ostentatoires, quelle que soit la religion, pour les mineurs notamment? Dans l'espace public.
Écoutez, je pense que l'espace public est libre, donc le sujet n'est pas celui-là. Le sujet n'est pas d'utiliser la laïcité pour donner l'impression d'être contre telle religion ou telle autre. Je rappelle qu'en 1909, Aristide Briand, le président du Conseil, a fait poursuivre les évêques qui soutenaient des prêtres qui refusaient l'application de la loi de 1905. Donc la lutte dans le champ de l'école, les crucifix, l'atteinte aux personnes, ça doit être effectivement notre chemin, c'est-à-dire qu'il faut faire la même chose avec aujourd'hui ceux qui entrent utilisant la religion de l'islam et qui en font un projet politique qui s'appelle l'islamisme pour faire intrusion dans le champ public, doivent être combattus Donc vous très n'êtes pas fermement. de ceux qui sont Et donc choqués de moi voir je des soutiens. fillettes voilées, par exemple, dans l'espace public. Mais je considère, si vous voulez, que le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, ce sont les islamistes qui travaillent la D'accord, société c'est clair. et qui Mais l'attaquent pardon, de façon vous extrêmement parlez d'immigration, dangereuse. mais sur la sécurité, parfois on vous lit, on a l'impression de lire le même livre que celui d'Éric Zemmour. Vous dites partout l'incivilité, la délinquance, la criminalité abondent. Vous décrivez une société de chaos, voire de guerre civile. C'est-à-dire ces mêmes mots qu'utilise Éric Zemmour. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'excès? Là, je pense que vous m'avez mal lu. Parce c'est que exactement nous les mots que vous nous utilisez. Écoutez, nous avons des problèmes d'insécurité. Je pense que tout le monde le sait. Et nous avons des territoires qui ne sont plus sous contrôle de la République. Tout le monde le sait. Donc on a deux solutions. Soit on ne fait rien, soit, et d'ailleurs ignorer un problème n'a jamais permis de le résoudre. Sur cette Soit on question, le résout de façon républicaine. Donc moi, quelle est ma proposition? Le retour de la police de proximité et de Et présence. combien vous embauchez de policiers? Un grand nombre. Combien? et c'est combien? Je sais pas, mais un grand nombre. Si vous devez... Mais surtout Bah, les vous policiers, devez- gendarmes, Bah, Quand je dis gardiens. je ne sais pas, C'est je que vais vous vous avez dire fait une pourquoi. évaluation, non? Pas encore. Je vais vous dire pourquoi. Je ferai le cadrage de mon projet au printemps, enfin à la fin de l'hiver, quand j'aurai terminé ce projet. Mais sur la question des gendarmes qui font la police de proximité, eux, en milieu rural, ils ont 80% du territoire, 52% de la population, avec des résultats. Bon, on a une police de proximité qui a été abolie. Il y a D'ailleurs, des je crois que c'est M. polices municipales, Sarkozy par qui l'a abolie, il avait supprimé 10 000 policiers. Donc déjà, municipales. et regardez ce qu'a dit Gérard Collomb quand il a quitté le ministère de l'Intérieur. Vous dites la même chose Il un a peu en dit- disant que les Français vivent retranchés. Non, mais les Français, face à les face. Français n'ont pas qu'un sentiment d'insécurité. Il y a des problèmes, franchement, qui sont Mais ce liés. que vous décrivez, c'est Mais, un et alors, très-guerre il faut civile. regarder la réalité en face et la résoudre. Le sujet, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on fait. Vous pourriez Et donc, travailler ma avec la proposition- droite sur ces questions-là? Ma proposition, c'est une proposition de police de proximité, le retour. Le retour. Inventé par Jean-Pierre Police Chevènement, qui n'était pas, Oui. je crois, LR, Et mise et en qui œuvre n'est par plus Lionel Jospin. aujourd'hui. en Voilà, Vous- merci. Après un colloque célèbre qui s'est appelé le colloque de Villepinte. Pour la mémoire. des Pour ceux qui historiens, ont la ce- mémoire. vous Aujourd'hui, l'aurez comme il n'y a perdu, plus c'est parfait. Jean-Pierre Chevènement, est-ce que vous pourriez travailler avec la droite sur ces questions-là? Ma proposition est une proposition politique qui n'est pas liée à la droite, à la gauche. Je suis un homme de gauche, êtes le tout le nouveau monde le Macron. sait. Je suis un Vous êtes le entrepreneur. nouveau Macron, au-dessus des clivages, au-delà des clivages. Ben, je ne sais En pas. même Je temps. sais une chose, c'est que ma proposition, elle, pour moi, elle s'inscrit dans un projet de reconstruction nationale et de progrès social. C'est d'ailleurs l'esprit du Conseil national de la Résistance. Vous êtes un gaulliste En social 1945, quand le pays était très bas, et nous ne sommes pas très loin d'être très bas, qu'est-ce qu'ont fait les forces politiques? Elles n'ont pas fait du débauchage, parce que le macronisme, c'est du débauchage dans les partis politiques. On va chercher tous les opportunistes, on fait un gouvernement. Vous voyez le résultat. Là, c'est différent. Ce sont des partis politiques qui sont venus avec leurs convictions, qui ont décidé de faire un projet Mais donc commun vous pour pourriez remonter le pays. travailler avec la droite comme les communistes demain. Ben moi, j'ai dit, pourquoi ça m'inspire le Conseil national de la résistance? Parce que c'est le cas dans lequel il y a eu un compromis historique entre des forces Oui. opposées qui se sont mis à travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Arnaud Et Montebourg. ça allait des gaullistes, il y avait les socialistes, il y avait les radicaux Arnaud et les Montebourg. communistes. C'est l'heure de vous, Voilà. président. Le grand jury. Vous, président. Pour ou contre Arnaud Montebourg renationalisé à 100% aéroport de Paris? Non, pas à 100%, Mais à combien? mais gardé dans le giron de la nation, c'est-à-dire majoritaire, puisqu'il faut une loi pour Majoritaire. passer en dessous de 50. en dessous de 50. Pour ou contre la priorité nationale pour tous les marchés publics? Oui, la commande publique doit être priorité locale. D'ailleurs, dans l'affaire des pulls de l'armée, où l'armée a essayé de nous enfumer, on les a pris les mains dans le sac, nous avons réussi à démontrer, Ah, ils avec vous les ont bien entrepreneurs d'origine France Garantie qui sont ici présents, du textile, nous avons réussi à démontrer que maintenant l'armée fait des délocalisations maquillées au Maghreb. Donc Vous tout ça- renouvelez votre accusation Le alors qu'ils ministère disent de que la c'est une Défense. infox. Hein. Mais il Qu'est-ce que raconte c'est? n'importe quoi. Il raconte L'armée ment. n'importe quoi. L'armée ment. Pardon? L'armée ment. Mais non, ils ont reconnu
que c'était pas fait en France. Alors, Mais c'est vous ils ont dit qui que ça comprenez venait pas pas ce de qui se Chine, passe. contrairement à ce que vous aviez indiqué. Mais Vous je avez n'ai fait une pas petite indiqué erreur. ça en ce qui me concerne. Ce que j'ai dit, c'est que c'était pas fait en France et que la manufacture a perdu un marché qui est allé au Maghreb. Est-ce que l'argent des contribuables doit servir à financer l'industrie des autres? Non. L'argent des contribuables doit servir à financer notre industrie et à réindustrialiser. C'est ce qu'on demande dans le numérique, c'est ce qu'on demande dans le textile, c'est ce qu'on demande dans tous les secteurs. On continue. Voilà. Pour ou contre la légalisation du cannabis? Contre. Pour ou contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution? Plutôt pour. Plutôt pour. Pour ou contre la GPA encadrée? Non, je ne comprends pas ce que ça veut dire encadrer. Donc je ne réponds pas à votre question. La GPA tout. Est-ce que vous êtes pour ou contre la J'ai GPA? toujours La dit oui. gestation pour autrui? J'ai toujours dit... Ah, gestation pour Oui. autrui. Non, pas du tout. Contre, d'accord. Pour ou contre la suppression du poste de Premier ministre? Non, je suis pour le renforcement du poste du Premier ministre. Ah, vous voulez pas. Donc vous auriez une 6e République avec toujours un président et un Premier ministre. Oui, mais avec un président qui aurait moins de pouvoir et un Premier ministre qui rendrait beaucoup plus compte de son travail devant un Parlement renforcé et des citoyens plus puissants et présents. La parole aux électeurs. Le grand jury, parole aux électeurs. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour à Arnaud Montebourg. Alors l'actualité de la semaine pour les internautes, c'est le pouvoir d'achat. Beaucoup s'inquiètent de voir les prix des produits de première nécessité augmenter, dont le prix de la baguette. Et ils ont une question pour vous, ils veulent savoir si vous voulez supprimer la TVA sur la baguette pour éviter que son prix augmente. Je crois que la TVA sur les produits de première nécessité est à 5,5. S'il y a des problèmes de flambée des prix alimentaires sur des produits de toute première nécessité, il faudra y venir. Il faudra y venir. Il faut en arriver là. Oui, il faudra y venir. C'est soit ça, soit le blocage des prix. Et peut-être que la question du blocage des prix. Le blocage des prix se posera, puisque là, nous avons des pronostics qui sont faits par la grande distribution, par le secteur du détail. Ils disent qu'on va avoir des augmentations de 5 à 15% dans certains cas. Et vous Donc préférez quelle attention, option ? parce que si les Français ne peuvent pas se nourrir, il faut augmenter les salaires. Donc ça, de toute façon, il faudra le faire. Mais ce sera un rattrapage. Donc après, est-ce que la question de l'inflation va se poser ? C'est à ce moment-là qu'il faudra prendre des Blocage des mesures. prix éventuellement. Bon, c'est dit. Autre question, Oui, Marie-Pierre une Haddad. autre question, cette fois-ci de Sabine, qui veut vous interpeller sur le sujet de l'outre-mer, donc vous, le chantre du Made in France. Elle trouve que c'est un sujet qui est oublié des campagnes électorales. Écoutez sa question. Arnaud Montebourg, bonjour. Les Antilles subissent une concurrence déloyale car avec les lois, il est plus favorable d'expédier des aliments sur nos territoires plutôt que de les produire sur place. Vous, président, comment développez-vous la production locale ? On va faire exactement ce que j'ai proposé au président des fruits et légumes de France, mais la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, c'est la France, c'est-à-dire de réinvestir dans des capacités de production bien meilleures que celles qui existent aujourd'hui, plus quantitatives, pour avoir de la production locale et du circuit court. Et je vais vous dire, il y a des candidats dans le maraîchage pour produire les fruits et légumes sur place. Il n'y a simplement pas les disponibilités Donc, une financières. relocalisation. Donc c'est une dernière politique question. d'investissement dans le cadre du Made in France, XXL. Oui, Fred veut y voir plus clair sur votre projet et les personnalités politiques qui vont vous entourer. Il veut dire, pour une fois, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de dire déjà dès maintenant le gouvernement que vous comptez constituer? Donc, avec qui comptez-vous travailler si vous êtes élu président de la République? C'est trop tôt pour le dire. D'abord parce que je démarre cette campagne, que mes propositions doivent convaincre. Et donc, Vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017. Est-ce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon pourrait travailler avec... j'ai un certain nombre de désaccords, sinon je ne serais pas candidat. J'ai Vous des avez voté désaccords pour lui, avec vous le avez Parti voté pour lui en Socialiste, 2017, j'ai des c'est bien ça. désaccords avec les écologistes. Celui avec qui, par exemple, j'ai un accord assez proche, c'est M. Roussel. Et vous êtes sûr que sur l'immigration, Fabien Roussel sera d'accord avec vous? Je ne sais Sur tout pas, ce que on vous en voulez dire discutera. Ça va être J'ai un compliqué, accord, non j'ai des accords sur les questions économiques, nationalisation des autoroutes, augmentation du SMIC à 1 400 euros, avec M. Roussel, par exemple. Je trouve que ce serait un très bel attelage. On lui posera la question sur votre projet immigrationniste. Sur Vous disiez les questions en début d'adaptation d'émission politique. avoir beaucoup de soutien, mais sauf erreur de ma part, Bernard Cazeneuve, Martine Aubry et hier encore François Hollande sont affichés avec Anne Hidalgo. Elle a quand même beaucoup de soutien historiquement important pour le Parti Socialiste et la gauche. Oui, bon, écoutez, François Hollande, pour moi, c'est le passé. Donc, ce qui compte pour moi, c'est l'avenir. C'est ce qu'on va tirer comme leçon du passé, je crois l'avoir fait, et peut-être se projeter vers l'avenir.
Est-ce que Emmanuel Macron est un meilleur président que François Hollande, vous diriez, ou quand même François Hollande reste quand même Pour moi, beaucoup c'est à meilleur peu que près lui? la même politique. C'est la même chose, c'est bonnet blanc, En blanc fait, bonnet. En fait, quand on regarde ce qui s'est passé pendant toutes ces années, on voit bien que les alternances se succèdent, mais les Français s'appauvrissent, le pays continue à se déglinguer, Une et dernière nous question à Montebourg. nous retrouvons en situation difficile. Donc, c'est le projet de la remontada. Toute dernière Qu'est-ce que question. vous faites en 2022 si vous perdez la présidentielle? Est-ce que vous arrêtez définitivement la politique? Je ne me place pas dans cette perspective. Vous pensez gagner? Mais de toute façon, Ouais. j'ai un travail, Est-ce que et je continue pendant la Arnaud campagne Montebourg. à m'occuper Et de mes c'est- entreprises parce que j'ai charge d'âme. Oui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans le cas d'un Macron-Le Pen et d'un Macron-Zemmour, votre position est assez claire? Vous votez pour le président de la République ou Je vous ne n'êtes me pas place sûr? pas dans le deuxième tour. On va déjà faire le premier tour, monsieur Mais oui, Sportou, mais puis si quand il y cette aura le option- deuxième tour, vous viendrez, vous m'inviterez, puis je vous répondrai. Mais ça, c'est pas aussi simple que ça pour vous. C'est très simple dans ma tête, mais pour l'instant, je considère qu'ils ne seront certainement pas au deuxième tour, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Merci Arnaud Montebourg, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.